du state of the art obsolescence. En gros, à partir du moment où commence un POC, le POC peut, au bout de 3 mois, 4 mois, fonctionner, mais être obsolète parce qu'il y a quelque chose sur étagère qui vient de sortir et qui va complètement disrupter ce qu'on a fait. Et donc, on n'est plus dans la logique d'un... C'est une discussion que j'ai avec un client. Ce n'est pas forcément problématique d'avoir un cimetière à POC du moment qu'il y en a un ou deux qui survit. Le problème, c'est d'avoir des zombies qui courent un petit peu ou des POC qui ne sont jamais industrialisés, qui n'arrivent jamais et qui pompent de l'énergie aux équipes. Donc au moins avoir des cas d'usage qui réussissent et qui aboutissent et qui sont industrialisés. Et du coup, là, on a séparé tout ce qui est modèle générique. Donc ça, c'est les chats GPT qu'on prend un petit peu sur étagère ou les Stable Diffusion ou Midjourney. Versus des modèles spécifiques qui sont entraînés avec vos données, dont vous êtes propriétaire, qui sont peut-être uniques et qui n'existent pas, peut-être pas à la concurrence. Et vis-à-vis de tout ce qui est IA générative versus non générative. Et là, ça va commencer à devenir intéressant, où en gros, quand on parle d'assister l'humain, donc qu'il soit employé ou client, interne, externe, on va plutôt être carrément dans le domaine de l'IA générative, donc recherche, idéation, vérification. On prend des modèles standards sur étagère, on les fine-tune, on les enrichit avec les données de l'entreprise. Donc on va plutôt être dans le domaine de l'IA générative. Tout ce qui est adaptation, adapter un produit, adapter un service, adapter une offre, on va plutôt être dans le domaine des modèles spécifiques. On va peut-être prendre des modèles génériques, mais on va beaucoup les entraîner et les faire interagir avec peut-être d'autres modèles qui sont vraiment spécifiques d'IA qui sont développés chez vous, dans les startups, dans les entreprises. Là, ça vous donnera vraiment un élément différenciant par rapport à ce qui peut exister avec les modèles génériques. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'IA générative qui est utilisée dans tout ce qui est adapter les produits, les services. Et le dernier, qui est autour de, en violet, qui est autour de l'accélération. Là, on est plutôt dans le domaine de l'IA non générative, dans le sens où, en langage naturel, on pourra interagir, on pourra automatiser, on pourra optimiser, mais le gros du travail, ce ne sera pas l'IA générative. Ce sera la tuyauterie, les pipelines, les triggers qui vont déclencher des actions. Par exemple, à partir d'un compte-rendu de quelqu'un qui livre avec un camion et le camion est trop gros pour passer à un endroit, un petit commentaire audio, c'est envoyé dans un système, on fait du speech to text, on fait analyser ça par de l'IA générative et on fait une recommandation de prendre un camion plus petit la prochaine fois qu'un livreur fait une même tournée en allant dans ce lieu. Mais que ce soit vraiment automatisé. Et là, en gros, il n'y a pas énormément d'IA générative, c'est juste qu'est-ce qu'on peut déduire de ce commentaire audio et qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est plutôt tout ce qui est data engineering, architecture, sécurisation, c'est le gros du travail. Si je te comprends bien, en fait, la partie gauche, c'est l'IA générative, nous sert d'interface. Elle permet de dialoguer avec le système, alors qu'à droite, elle est constitutive de la réponse. Et du coup, juste pour remapper un petit peu, on a ces 3 domaines. Et ce qu'on trouve, c'est que il y a une espèce de trajectoire qui se dessine. En gros, le potentiel de croissance est plutôt du point de vue soyez propriétaire des modèles que vous faites, surtout si vous avez des données qui sont vraiment uniques à votre entreprise, votre domaine d'expertise, et utilisez de l'IA générative, là où les gains d'optimisation, d'innovation, d'automatisation, là c'est plus du domaine de modèles génériques et qui font appel à des technologies, des frameworks qui ne sont pas forcément liés à l'IA générative. Une autre lecture du schéma, c'est de se dire que quand j'intègre un modèle générique, je ne me fais que m'aligner au marché ou aux standards d'attente des utilisateurs, que ce soit dans une administration ou dans une boîte privée, parce qu'en fait, il y a tellement d'usages sur les IA génératives que maintenant les utilisateurs attendent un niveau de service équivalent. On ne peut pas passer à côté. Pour avoir un avantage concurrentiel ou une différenciation ou une qualité de service supplémentaire, je vais être obligé d'être spécifique à mon métier. ChatGPT aujourd'hui ne connaît pas le métier de vos startups, c'est pas vrai. D'autant plus que la plupart des outils qu'on utilise ne sont pas branchés sur le web. Du coup, ce qu'il faut vraiment voir, c'est quel est mon objectif de mon organisation, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie d'être différenciant, est-ce que j'ai juste envie de m'aligner parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de cette différenciation. Donc en gros, lancer un produit qui se trouverait en haut à gauche, ça a très peu de chances d'aboutir, puisque ça a très peu de chances d'être obsolète au moment où ça arrive sur le marché. Grande chance. Oui, ça c'est un panorama. On a mené une campagne sur la base des IA génératives et des usages, des cas d'usage qu'on pourrait trouver avec un partenaire sur tout le printemps de cette année. Donc on a fait un peu un tour de France pour visiter
entrepreneurs, les entreprises, les grands groupes, les administrations locales. Et on a fait mapper ça. Alors, vous ne voyez pas les cas d'usage, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de fonction dans l'entreprise ou de l'organisation qui n'est pas touchée par les IA génératives, que ça soit dans sa relation aux utilisateurs, à ses métiers, à ses clients, ou que ce soit même dans la refonte dans ses processus. Donc, je peux vous en donner quelques-uns, mais typiquement dans la gestion de budget, toutes les analyses budgétaires qui demandent parfois le travail pénible, répétitif d'analystes financiers va être largement accéléré. Tout ce qui est réglementaire. Donc, vous savez qu'il y a de la réglementation qui arrive régulièrement, constamment, qui souvent, notamment pour la loi, fait référence à d'anciens cadres de la loi qui sont sur des modèles de poupées gigognes. Une IA générative qui est branchée là-dessus, sur Legal France par exemple, pourra très très bien en faire l'analyse et avoir quasiment de la recommandation réglementaire pour instancier tel ou tel produit, telle ou telle réglementation. Pour faire de l'audit industriel, c'est un cas qu'on a vu, pour avoir un accès à quelles sont les normes que doit respecter tel ou tel outillage, on pourra se référer à une IA générative qui sera branchée sur le bon modèle de données. Il y a des cas d'usage qui sont un peu plus classiques, la concurrence, la veille, donc ça permet de screener le marché, de screener ce que fait de benchmarker de manière automatisée. Mais ce qui est intéressant, c'est non pas d'avoir juste la captation des données, mais d'en avoir une restitution sur un modèle attendu. Ce qui fait qu'un métier qui n'est pas un data scientist pourra déjà commencer à dropper dans les données. On voit pas mal de cas d'usage autour du juridique, ça c'est, je vous l'ai dit, sur le réglementaire, mais aussi sur comment j'établis mes contrats, comment j'attends des réponses attendues sur mon contrat de prestation par exemple, que ça nous concerne. Donc sur la communication, le marketing, tu en as déjà parlé, mais c'est assez classique, c'est comment je crée du content, des contenus, des visuels, comment j'accélère. Ça ne remplace pas le directeur artistique, c'est pas vrai. Par contre, ça enrichit tout le processus de créativité et d'idéation. Ça va aller lui fournir dans toute une bibliothèque sur laquelle il n'aurait pas accès de manière physique ou directe, ou alors il serait très ancré dans ses habitudes, c'est assez classique, je pense aux architectes par exemple. Ça leur donne de nouveaux potentiels d'accès à des nouvelles données. Le support, et notamment le support IT, dans la relation directe aux utilisateurs, on a tous râlé un jour ou l'autre parce qu'une fonctionnalité ne marchait pas, on a tous appelé un jour un support, un SVI, avec on était redirigé, choix A, choix B, choix C, et on se rendait bien compte qu'en fait le système qu'on avait en face répondait à un script très automatisé, et c'était assez, on peut le dire, assez décevant en termes d'expérience. Aujourd'hui, et c'est un cas d'usage qui est très classique, avec une IA générative, on est capable d'avoir une réponse qui est spécifique au contexte, qui va chercher la bonne référence dans le modèle opératoire, dans la documentation, et ça permet d'avoir une réponse qui est de bien meilleure qualité et beaucoup plus satisfaisante. En informatique, je pense que vous travaillez tous, enfin une majeure partie d'entre vous avec des développeurs, des product managers. On s'aperçoit souvent qu'on a pas mal de trous dans la documentation malgré les efforts des product owners, des devs. On arrive à rattraper de la documentation, de faire de la redocumentation en mettant une IA générative sur le code qui se répond avec une IA générative qui est plutôt côté fonctionnel. Et il y a un dialogue entre les deux qui permet de régénérer comme ça toute la documentation. Et deux cas d'usage qui sont vraiment intéressants en termes d'informatique. Par exemple, automatiser les messages de commit, donc ça c'est un classique. L'autre, c'est quand on n'est pas tout à fait sûr du besoin métier, non pas avoir une IA générative pour générer des tests en fonction de ce qu'a écrit le développeur, mais écrire le code à partir des tests. Voilà, le métier peut définir des tests pour savoir si c'est OK ou KO, telle ou telle fonctionnalité, et le code est écrit automatiquement en fonction des tests. C'est une très bonne question. En fait, les IA génériques ne pourront pas avoir la connaissance d'un métier spécifique. C'est pour ça que Philippe parlait, opposer les IA génériques, les modèles génériques et les IA spécifiques. Cependant, et ça c'est vraiment un mouvement qu'on commence à apercevoir chez les éditeurs, les éditeurs s'adressent à des métiers spécifiques. Je pense à un acteur comme Toucan qui fait de la data visualisation, qui est un autre concurrent, par exemple, de Power BI, etc. Il s'est spécialisé initialement, notamment dans tout ce qui est KPI sur l'immobilier et les foncières, ce qui lui a permis d'émerger, un de ses axes de développement. Sa technologie, derrière, elle n'est pas innovante. Par contre, la manière dont il adresse le métier sur la foncière et l'immobilier est innovante, était ultra pertinente.
Sur la compta, Penny Lane fait la même chose. Ils intègrent des règles de gestion de métier qui leur permettent d'avoir une technologie qui est somme toute assez banale, spécifiquement à un métier. Je peux me tromper, mais je suis à peu près sûr que l'ensemble des éditeurs vont se tourner là-dessus. Voilà, vous aurez des propositions spécifiquement à certains métiers. Et après, à partir des modèles génériques, si on veut vraiment être spécifique sur un métier, on peut prendre une IA générative classique, open source, donc non liée à un éditeur. Il faut d'abord la façonner et ensuite l'enrichir avec les données d'entreprise pour ensuite pouvoir être pertinent. Mais on peut prendre une IA générative classique, la façonner au sens créer un persona adapté, mais plusieurs pages de façonnage, et ensuite fine-tuner sur des données d'entreprise. Là, on peut réussir à être pertinent. Et ça fait partie du... Ça fait partie de la... non, mais c'est une très bonne question parce que... qui va être abordé dans la table ronde dans une heure. Ouais, on en parle. Les besoins de monter en compétences. Mais c'est la transformation de l'organisation, en fait. Vous êtes obligé... Il y a à la fois des nouvelles compétences à acquérir et transformer les compétences internes à vos entreprises. Et des compétences métiers, du domaine dans lequel vous travaillez, et aussi des compétences en interaction humaine, en sciences humaines, sociales, en savoir comment interagir avec des personnes pour être pertinent dans la qualité de ce qui est fourni. Donc c'est presque de la psychologie. Ça, on pourra en reparler par exemple, quand on sécurise de l'IA générative vers le monde extérieur, donc pas les employés, mais plutôt des clients ou des prospects. Avoir des modèles de contrôle qui vérifient l'interaction. Donc c'est un œil qui est au-dessus de l'interaction entre l'homme et l'IA générative. Et en gros, on le façonne en disant, tu es une IA générative qui vérifie une interaction. Et est-ce que l'humain a le droit de poser cette question? Est-ce qu'il essaye de faire de l'injection de prompt ou de biaiser l'IA? Et est-ce que l'IA est autorisé à être pertinent pour cette réponse-là, ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire fuiter des données, de donner des mauvaises réponses? Et en fait, dans l'interaction, on se rend compte que c'est pas possible d'avoir juste deux interlocuteurs. Il faut un œil externe qui va jouer le rôle d'un auditeur, plutôt un persona. Et donc ça, c'est plutôt presque du domaine de la psychologie ou de sciences humaines. Oui. On commence à en avoir, tout à fait. Ça fait partie du slide, je ne sais pas si c'est le suivant ou celui d'après. Ouais. Oui, très bien, parfait. Et c'est étonnant, c'est un sujet dont on discutait avec notre collègue Christophe qui est derrière vous. C'est quel est le ROI là-dessus. On a des chiffres qui sont très disparates. On a fait chez OnePoint, et là, ce n'est pas pour nous mettre en avant, c'est juste parce qu'en fait, on teste les choses. On a fait des études notamment sur 4 grands axes. C'était le développement, le code, les activités de code. Donc l'équipe qui a testé ça a pu, sur les activités pures de dev, de code vraiment, et de test, avoir une productivité augmentée de 40%. Alors, dit comme ça paraît énorme, mais ça ne prend pas en compte tout ce qui est mise en place, formation, acculturation, peut-être aussi réassurance, parce que quand on sait qu'il y a un outil derrière qui code en automatique, il y a de la vérification, de la supervision. Voilà. Donc ça ne prend pas en compte tout ça, mais voilà, sur une activité de dev, on a 40%. Sur du design, par exemple, donc vraiment un processus créatif avec des directeurs artistiques, notamment dans le cadre d'une refonte d'un site web, tout simplement, on est arrivé à un gain de productivité de 19-20%. C'est quand même beaucoup moins, mais ce qui est quand même déjà important. Voilà, c'est peut-être les 2 chiffres les plus impactants que je peux vous donner. Par contre, là où c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est sur la qualité de la relation client. Donc là, il faudrait mesurer les NPS pour tout ce qui a été mis en place. La Poste, par exemple, a déjà mis en place un chatbot basé sur Niagen. Et clairement, leur score NPS s'est moins dégradé, si je peux me permettre.
résistance. Je sais pas, moi, je vois deux parties dans votre question. Déjà, est-ce qu'on est sur un sujet qui va faire pop comme les NFT, le métavers, même si je ne pense pas que ça soit un gadget, même la blockchain. Je pense que là, la vraie différence, c'est l'usage et l'appropriation par tout le monde. Un NFT, on a beau dire que c'est quelque chose d'assez accessible, c'est pas vrai. La blockchain, il y a plein de résistances et je ne pense pas qu'il y ait 10% de la salle qui utilise une blockchain aujourd'hui à son quotidien. Là, qui n'a jamais utilisé une ChatGPT ou une Yagen ici? Voilà, une personne, je ne la désignerai pas. Voilà. Donc en fait, et c'était ce que montrait Philippe tout à l'heure dans la courbe d'appropriation, c'est un outil qui est démocratique, démocratisé. Pour moi, c'est un peu comme l'arrivée de l'ordinateur individuel dans les années 80 ou du moteur de recherche Google. On a eu accès à une technologie, ou du smartphone tout à fait, on a eu accès à une technologie qui était commoditisée et dont l'usage était vraiment généralisé. Et donc pour moi, c'est en ça que c'est vraiment une transformation de notre modèle de marché. Sur la partie crainte, j'espère bien qu'on s'inquiète, parce que s'inquiéter, ça veut dire qu'on en discute, et ensuite qu'on régule et qu'on légifère. Donc oui, bien sûr, il faut absolument s'en inquiéter pour pouvoir réguler. Et en fait, ce qui m'inquiète plus, on en parlera peut-être à la table ronde tout à l'heure, c'est surtout le fait de réguler. On sait qu'il faut réguler. Il faut juste que ça arrive avant la prochaine rupture technologique. Parce que si on n'arrive pas à réguler avant que je sais pas, l'informatique quantique soit complètement ouverte à tous, ou qu'il y ait une autre technologie qui arrive, là on sera vraiment dans un chaos technologique. Donc il faut pouvoir réguler avant la prochaine rupture. Oui, oui. L'organisation est à mettre en place. Mais oui, ça c'est sûr. Il y a déjà l'IA Act qui est sorti aujourd'hui, qui est un début de réponse. On a une conférence mardi sur le sujet, je sais pas, il me semble qu'elle est ouverte. Je nous fais un peu de pub, j'en profite. Mais pour aller dans votre sens, pas dans le sens réguler, pas réguler, dans le sens il y aura des craintes quand on voit qu'à peu près 19% des tâches faites par les salariés vont être touchées. Je ne dis pas qu'elles vont disparaître, mais elles vont être touchées. 19%, c'est même un peu, à notre avis, sous-estimé. Voilà, effectivement, et c'est normal qu'il y ait des craintes sur l'emploi, sur la transformation du métier de professeur. Donc, c'est normal qu'il y ait des craintes. Je pense qu'il va peut-être y avoir des mouvements sociaux. Je ne suis pas Nostradamus, mais voilà, forcément, il y en aura. Forcément, il faudra les traiter et les devancer, comme disait Philippe. On passe à la suite. Ouais, ok. Du coup, là, on a résumé. En fait, au final, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'il faut retenir quelque part sur la transformation et votre adaptation sur les organisations? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de. Les IA génératifs sont maintenant commoditisés, tout le monde les utilise. Du coup, il faudrait arriver aujourd'hui à les intégrer dans vos processus métiers, dans vos fonctions support, fonctions commerciales, dans vos fonctions administratives. L'idée étant, c'est que vous puissiez en tirer parti et être vraiment à l'heure par rapport à vos utilisateurs, par rapport à vos interlocuteurs. Voilà. Ça, c'est pour le monde extérieur, mais même en interne, vos collaborateurs, vos administratifs attendent peut-être un surplus de confort de travail, un surplus de potentiel d'innovation. Et donc, bloquer complètement, c'est un peu le même sujet, mais à la taille d'une organisation, bloquer complètement l'accès à une IA générative, c'est s'empêcher d'avoir de l'innovation, s'empêcher d'attirer les talents, s'empêcher de transformer vos métiers et d'être dans une organisation apprenante. Pour ça, ça veut dire qu'il faut changer un petit peu culturellement. Souvent, on n'est pas forcément dans une culture d'adaptation, d'adaptivité, surtout sur une rapidité telle que celle-là. Donc là, il y a une petite élasticité à faire en termes de mindset. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ceci dit, quand on voit les rapidités d'appropriation, on se dit qu'il n'y a pas non plus de barrière. Voilà. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut accompagner classiquement avec de la formation, de la culturation, du test, des mises en perspective. Ça, c'est plutôt sur votre modèle organisationnel et sur l'impact auprès de vos collaborateurs. Après, vous devez challenger votre modèle d'offre. Déjà, vous devez vous poser une question toute simple, c'est est-ce que votre modèle d'affaires
et en concurrence frontale et directe avec une IA générative. Est-ce qu'une IA générative fait exactement le même travail que vous proposez? Ça paraît, c'est un peu violent, mais on a des sociétés qui, là, aujourd'hui, elles n'ont plus de travail. Toutes celles qui génèrent des images, celles qui font de la traduction automatique de dialogue, par exemple, dans le cinéma, aujourd'hui, elles se retrouvent, elles n'ont plus vraiment de travail, ou en tout cas une part congrue. Donc elles doivent repenser complètement leur modèle d'affaires. Il n'y a pas de société, on est une société de conseil, on est nous-mêmes touchés fondamentalement là-dedans, surtout qu'on fait du travail de stratégie jusqu'à le delivery tech. Et chaque étape de notre métier, de notre chaîne de valeur est impactée par ça. Donc on est obligé de changer, de transformer nous aussi notre modèle. Et on est persuadé qu'il n'y a pas d'acteur du milieu qui peut y être épargné. Et là, dans les cas d'usage qu'on voit, dans le monde des startups, c'est plutôt des cas d'usage offensifs, c'est-à-dire qu'on va créer des nouveaux produits, créer des nouveaux services, disrupter, alors que souvent les grands groupes ou les entreprises de taille plus grande qui ont du mal à se transformer sont plutôt à utiliser de l'IA générative en mode défensif, c'est-à-dire pour optimiser, pour réduire les coûts, etc. C'est vraiment la distinction entre offensif et défensif selon la taille ou la crainte des entreprises. C'est un peu ce que disait Saadé tout à l'heure, hein, c'est que lui-même prenait le temps de la réflexion alors que la personne en face de lui avait plus de liberté. Voilà, c'est un peu le même schéma. Ceci dit, les grands groupes ne sont pas les derniers à bouger là-dessus, hein, au contraire. On ne vous a pas fait un panorama, mais un des premiers grands groupes, c'est Goldman Sachs, qui, non pas sur la partie analyse financière, mais sur la partie développement, utilisait déjà Copilot il y a quoi, un an déjà. Donc tous ces usines de développement IT étaient déjà équipées des IA Gen. Oui, ça a bougé très très vite chez eux. La Poste, comme je vous l'ai dit, a déjà bougé. Ils ont une vraie structure d'innovation, a très vite intégré ça, notamment dans leur chatbot. La banque tunisienne de développement, idem. Par contre, et ça vaut à l'échelle grand groupe comme startup, c'est identifier le modèle de coût. Vous intégrez une nouvelle technologie, à la fois dans vos process métiers, dans l'outillage, dans le poste de travail de vos collaborateurs, mais à la fois dans vos offres. Tout ça, ça a différents coûts. Il y a les coûts classiques d'investissement, hein, d'installation de cette technologie, de formation des compétences. Et puis après, il y a tout ce qui est run. Hein. Une fois qu'une IA générative est installée, elle va consommer de la donnée, elle va consommer du GPU, et ça a un des coûts. Voilà. Les coûts, ils sont encore pas bien arrêtés, parce que les éditeurs et ceux qui proposent les IA génératives, ils sont encore en train de fixer leur pricing. Donc il faut y aller et en même temps avoir la présence parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les reins suffisamment solides pour y aller. Et nous, ça correspond un peu à ce qu'on disait, il y a un soubassement éthique, hein, qui est transverse. On est sur une technologie qui peut toucher le droit à la personne, la propriété privée, les données privées. Et là, tout ça, il y a toute une considération éthique qui est à mettre en place. Il y a des groupes qui mettent directement une gouvernance éthique autour de ces sujets-là. Donc voilà, c'est un sujet à avoir en tête. Là, c'est un petit peu, pour résumer, c'est où vous en êtes, où vous vous projetez. Il y a 2 mois, on avait mis d'ici fin 2023, on était peut-être un peu agressif. C'est plutôt fin 2024. Ceci dit, je pense qu'il faut aller vite. Dans l'échelle et dans l'intégration de cette techno dans un groupe ou dans une start-up, on pense qu'il y a ces 5 étapes-là. La première, c'est connaître, c'est culturer. Vous êtes là, vous commencez déjà, vous l'avez déjà commencé, je pense. Et vous commencez à comprendre un peu les enjeux. Terrain de jeu de l'IA générative, c'est là où vous commencez à découvrir vos propres cas d'usage, hein, à cibler effectivement là où vous aurez du potentiel de valeur, du gain en excellence opérationnelle. Et vous allez commencer à faire un peu le tri entre l'époque qui vont aller au cimetière et l'époque qui ont vraiment un impact. On propose une IA Factory, mais quel que soit le nom, c'est-à-dire je mets en place une organisation qui est capable d'accompagner la transformation de mes métiers, de mon support, de mes produits en intégrant de l'IA générative. C'est un peu un modèle comme une Digital Factory, mais un peu spécifique à l'IA, avec des compétences spécifiques. Voilà, c'est plutôt une structure comme ça qu'il faut se tourner. Et ce n'est pas une personne ou deux, hein, c'est vraiment un état d'esprit là-dessus, avec une capacité de délivrer. Ça transforme le modèle opérationnel. On l'a mis après avoir créé cette IA Factory. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il faut se transformer avec des produits et non pas avoir un plan de transformation et y aller après. Hein, on est un peu plutôt par learning by doing que l'inverse. Voilà, l'idée c'est de devenir une IA Company, non pas que vous délivrez une IA générative, mais que vous êtes vraiment à l'heure au rendez-vous avec l'IA générative.
Alors étonnamment, on s'attendait à ce qu'on accompagne une ou des clients sur l'ensemble des étapes et en fait on se rend compte qu'il y en a qui arrivent directement par le haut. Voilà, exactement. Euh, oui, pour l'instant on fait à peu près tout. Peut-être l'IA Factory, c'est pas encore tout à fait sorti sur le principe génératif, mais on en a déjà créé. Donc oui, je sais pas quelle est la question derrière, mais... Ok pour ces étapes, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comment est-ce que vous accompagnez dans chacune des étapes Je peux répondre rapidement sur la partie plus technique. Connaître ça, c'est acculturer, vulgariser, décrire des concepts, faire des démonstrateurs, montrer la valeur ajoutée et commencer à implémenter des choses qui tournent en prod, qui apportent de la valeur. Le terrain de jeu, c'est mettre à disposition cette IA, donc cette IAG, pour que les utilisateurs se l'approprient sans être formés à un outil. Donc c'est vraiment qu'ils aient conscience de ce qu'ils sont en train d'utiliser, des problématiques d'hallucination, ce genre de choses, et qu'eux-mêmes soient proactifs dans le fait de, voilà, j'ai fait un bon métaprompt, enfin un bon persona qui peut être utile, je vous le partage, et c'est ce process-là de partage et partage de connaissances, bonnes pratiques. Et ensuite, ça, c'est vraiment mettre en place la structure interne pour déployer les projets. Donc c'est relatif à prioriser les cas d'usage en fonction du ROI. Et c'est le même problème qu'on avait il y a quelques années sur l'IA, où il y a avant sur la data, c'est s'il y a 6 ou 7 cas d'usage, on en fait un qui fonctionne super, mais il y a 6 autres équipes qui sont frustrées et qui se disent non, nous on attend, etc. Donc c'est gérer l'aspect communication, transformation. Donc, et moi personnellement, d'un point de vue technique, c'est surtout là. Et après, c'est plus l'aspect peut-être mode opérationnel. Voilà. On change les modèles d'organisation, on transforme un petit peu les process. Et on intègre des nouvelles compétences. Souvent, ça, c'est le plus complexe. Souvent, dans les organisations larges, c'est comment j'intègre directement mon data engineer dans une équipe produit, que ce soit dans une ligne RH, pourquoi pas, mais pour qu'il soit là et qu'il accompagne en fait le développement et la refonte du processus. Et en fait, c'est comment l'IA Factory arrive à se déployer au sein de l'ensemble de l'organisation et ne reste pas un peu une entité à part, comme on a pu le voir déjà avec les Digital Factory ou les labs d'innovation. Voilà. Et aussi sur les projets d'IA classiques, on a souvent de la friction au moment de mettre en production, parce que les équipes R&D qui développent des algorithmes super avec les dernières technos, c'est pas les technos de l'équipe IT qui va faire le run et la maintenance des systèmes, et du coup il y a de la friction pour déployer et industrialiser les cas d'usage. Donc ça, on accompagne souvent pour tout ce qui est comment sécuriser les LLM, éviter les hallucinations, faire les contrôles, etc. Ça, c'est une grosse problématique qui se trouve entre la marche 2 et 3. Donc le lien entre les équipes R&D, recherche, et l'équipe Indus, Run, ça, ce gap-là est intéressant à franchir. Du coup, ouais. Il nous reste 40 secondes. Donc en gros, les points clés qu'on voulait indiquer, c'était tout ce qui est IA générative, descriptive. Donc c'est poser des questions sur les données, langage naturel, ça c'est du connu, on l'a tous un petit peu appréhendé. Prédictive, ça commence à arriver aussi, donc en langage naturel ou en speech, poser des questions, essayer de faire en sorte que l'IA générative interroge d'autres systèmes qui vont permettre de mieux avoir conscience des prédictions et de ce qui va se passer dans le futur en fonction des données passées. Et donc automatiser tout ce qui est prescription avec de l'IA générative aussi, c'est le cran d'après. Donc ça, c'est simplement pour dire que ça se diffuse dans toutes les fonctions d'entreprise et dans tous les domaines d'activité. Il n'y en a pas un qu'on a vu pour l'instant qui n'est pas touché. Ce qu'on est en train de voir, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect 2023-2024, c'est tout ce qui est miniaturisation, avec des meilleures données, avec des modèles qui sont optimisés. On a besoin de moins de puissance de calcul, notamment parce qu'en open source, on peut déjà trouver des modèles qui ne sont pas forcément façonnés de la bonne manière, mais qu'on peut déjà prendre en source et ensuite fine-tuner. IoT, donc qui se diffuse sur tous les devices, qui pourra alimenter tout ce qui est Smart City, Smart Building, Smart Factory, etc. Tout ce qui est interaction entre les personas, qu'on commence à voir émerger, mais qui va être très gros en 2024, et qui ne fera pas forcément appel à des ressources techniques, plutôt à des ressources humaines ou métiers, intersystèmes, tout ce qui est assisté, adapté, accéléré, donc toutes les catégories de cas d'usage qu'on a pu voir. On a parlé potentiel offensif, défensif, interne à l'entreprise, optimisation par exemple, externe à l'entreprise.
Et surtout éviter les pièges pour avancer avec confiance. Donc éthique, biais, conformité, empreinte carbone aussi à avoir dès le départ d'un projet. Ça c'est une bonne pratique. Peu importe la qualité de départ, donc souvent c'est dur de définir les critères de succès d'un POC d'IA générative. Autant avec de l'IA classique, on pouvait avoir des choses comme des matrices de confusion, des scores F1, etc. L'IA générative, ça peut être un peu plus complexe, mais peu importe le niveau de départ, l'essentiel c'est de voir semaine après semaine l'adoption de l'outil et la qualité qu'on obtient en sortie. Éviter les dépendances avec des acteurs propriétaires, puisqu'il y a énormément de modèles open source qui évoluent très très vite. Donc inutile de se mettre un boulet au pied dès le départ. Et attention aux étagères qui se remplissent vite. En gros, est-ce que votre projet sera obsolète dans 3 mois une fois que vous l'aurez fait, parce qu'il y a un produit sur étagère qu'un grand acteur américain au hasard aura fourni sous forme d'API, par exemple. Merci. 45, 47. Merci beaucoup. On est là encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.